le titre « Comment l'algorithme a changé la photographie ». J'aurais mis un point d'exclamation ou un point d'interrogation? Aucun. Aucun. Ou un point. Aucun. Merci. Mais on vient de me dire effectivement que comment l'algorithme change la photographie, parce qu'il n'a pas changé, il va aussi la changer. Et donc, on a parlé ce matin de chimie et de photographie, c'était absolument admirable. Et là, on va voir une façon complètement différente, et puis d'œil et de photographie, on va voir une façon absolument différente de fabriquer des images. Les images étant toujours les mêmes à la sortie, plus ou moins. Et on va regarder ces principes. Alors d'abord, il faut comprendre que c'est très différent. Pourquoi c'est différent? Moi, je mets toujours ce dessin d'abord dans tous mes exposés maintenant. Dans toute la science du XXe siècle, qui est toujours aussi respectable, s'est intéressé au triangle matière, énergie, onde. Alors pour la photographie, c'est très clair. Les ondes, c'est la lumière. La matière, c'est la chimie, c'est les matières chimiques, les grains d'argent, les révélateurs, etc. Et l'énergie, c'est l'énergie chimique qui va être développée pendant tous ces systèmes. Alors, ce qui s'est passé pour la photographie numérique, c'est l'arrivée d'un quatrième larron assez différent de nature qu'est l'information. Alors, c'est difficile de définir ce que c'est que l'information, mais la seule chose qu'il faut savoir ici, c'est que ça ne se manipule pas du tout de la même façon que la matière et l'énergie. Il faut de la matière et de l'énergie pour manipuler l'information, mais elles n'ont pas de rapport direct avec la matière et l'énergie dont on parle. On va utiliser de la matière et de l'énergie, celle des ordinateurs, qui n'a rien à voir avec la chimie dans le cas particulier. Et information et algorithme, c'est-à-dire calcul sur l'information. L'information, c'est très différent, hein, ça pèse pas, ça se sent pas, ça brûle pas. Donc tous les raisonnements qu'on faisait sur la matière vont être inopérants sur l'information. Il va falloir un nouveau type de raisonnement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, quel type de raisonnement on utilise pour la photographie numérique. Et vous allez voir que ce n'est pas les mêmes, mais l'objectif final est bien le même. Et quand on regarde la chimie de l'émulsion et la chimie de la rétine, et la biochimie de la rétine, ce n'est pas non plus la même chose. L'information est indépendante de son support. Et une photographie, c'est une information. Alors la photographie, ce qu'en pensent les gens, la photo numérique, c'est surtout la vitesse. On prend immédiatement une vue numérique, on l'envoie par mail ou on l'envoie sur le web instantanément, ou bien on l'imprime chez soi, ou on l'envoie imprimer sur Internet, etc. Et d'autres gens comme moi s'intéressent à des phénomènes plus profonds, mais qui sont maintenant de plus en plus dans les appareils photo. C'est la mise sur ordinateur, la retouche algorithmique et l'utilisation sur écran. L'utilisation sur écran est très importante à l'heure actuelle. Je vous raconte l'histoire. J'aime beaucoup de comprendre les changements sociaux en étudiant les gamins très jeunes. Et donc un bébé de 3 ans qui a demandé à sa mère « Est-ce que je pourrais voir une photo de ma grand-mère ?» Et sa mère lui a sorti des photos en papier et tout. Et le gamin, d'un air excédé, l'a regardé et lui a dit « Mais non, pas un truc sur du papier, une photo » en lui montrant sa tablette. Donc la perception est très différente. En fait, tout ça marche très bien, mais la photo a complètement changé parce qu'elle est devenue hyper facile, ça c'est évident, et hyper pas chère. Donc par exemple, Facebook reçoit 2 milliards de photos par jour, et ce ne sont pas véritablement des photos artistiques. Voilà typiquement le genre de photos, enfin c'est plutôt les photos qui sont prises là, qui arrivent sur Facebook. Moi j'aime bien justement utiliser la photographie pour prendre ça en photo, je trouve ça assez rigolo. Et donc c'est fait à très grande échelle, avec la manie à l'heure actuelle des selfies, qui est complètement étonnante. Et je ne sais pas si elle survivra longtemps, mais qui permet de faire aussi des photos assez drôles. Et je passe pas mal de mon été à faire ce genre de choses. Et c'est pas très dur, à peu près n'importe où dans le monde. Bon, alors, on n'a pas attendu, pour que les touristes soient comme ça, on n'a pas attendu évidemment le numérique. Dès l'argentique, là on est à l'époque de l'argentique, où on voit des choses très intéressantes, où on se demande qui regarde qui. Alors voilà, donc la photo numérique, c'est pas de la chimie, c'est un mélange de deux choses, la physique et de l'algorithmique. Donc les inventeurs du CCD, William Boyle et George Smith, qui ont le prix Nobel pour ça en 2009, donc le capteur physique de lumière qui s'est amélioré avec le temps, et Al-Khwarizmi à droite, on aurait pu mettre Turing, mais Al-Khwarizmi, pourquoi? Parce qu'il a donné son nom à Algorithme, qui est l'inventeur de tas de choses, dont l'algèbre, par son traité Al-Jabre sur la solution des équations, et les algorithmes et les chiffres dits arabes, qui sont en fait indiens, qu'il a amenés jusqu'à nous. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voici ce que c'est. Alors, je vais évidemment simplifier, parce que ce que je voudrais que vous reteniez, ce n'est pas les détails, c'est vraiment les façons de faire, la façon de penser, qui est tout à fait différente de celle d'avant et parfaitement compatible, les deux d'ailleurs pouvant s'influencer beaucoup. Donc un capteur, schématiquement, c'est un circuit électronique avec au-dessus une couche de micro-lentilles, une couche de filtre coloré et des cellules photosensibles. Mais alors,
pour la plupart des capteurs, les filtres colorés sont posés les uns à côté des autres et pas en superposition, sauf pour un capteur, le Foveon, mais qui n'est pas très utilisé. Donc on va fabriquer en fait une matrice ici comme ça, mais c'était vrai pour la rétine aussi, c'est un peu à côté les uns des autres. On va fabriquer une matrice de nombres. Et voilà l'image qu'on appelle crue. Donc la sortie du capteur, ça s'appelle RAW en anglais, et je vais utiliser ce mot-là, vous allez voir pourquoi. Voilà ce qui sort de l'image. Donc on est quand même très très loin de la photo, et on voit que c'est pas du tout comme l'argentique, il va falloir développer numériquement cette photo pour obtenir le résultat qu'on veut, qu'on verra sur l'écran ou qu'on imprimera. J'aurais pu faire aussi un exposé sur l'impression, qui est un autre sujet tout à fait extraordinaire, mélangeant chimie et information. Alors la première opération, qui n'est pas la plus facile de tout, c'est de fabriquer des pixels, c'est-à-dire des points particuliers d'image. Voici ici l'image, donc vous avez des nombres, souvent sur 12 ou 14 bits, donc avec pas mal de précision, des nombres qui sortent pour les cellules vertes, rouges et bleues. Et ce qu'il va falloir fabriquer avec ça, c'est une matrice de nombres ou de pixels où chaque point est représenté par 3 nombres et chaque couleur est représentée par 3 nombres, cette fois-ci de 0 à 255. C'est pas vraiment la peine d'aller beaucoup plus loin pour l'œil qui n'a pas une puissance de discrimination même de ce niveau-là. Et donc voilà, j'ai donné un exemple ici. Et cette transformation-là, ça a l'air d'être un simple Moyen-Âge de ce qui se passe autour. En fait, c'est pas du tout vrai. C'est une des choses les plus difficiles et une de celles qui a le plus progressé. Les premiers appareils étaient vraiment pas très bons. Et à l'heure actuelle, ces algorithmiques sont très fortes. Alors, dans toute la suite, j'utiliserai des images de DxO, donc société française sur le sujet, dont Frédéric Guichard, qui prendra la suite de mon exposé, parlera des appareils photo du futur, et qui est assez leader technologique dans ce domaine-là. C'est quand même bien d'avoir une société française leader technologique, mais ça aurait pu être un autre système. Les intérieurs de tous ces systèmes sont similaires. Alors, dératiser une photo, c'est effectivement fabriquer cette matrice. Alors voilà ce qui va sortir, et donc là, chaque point est vraiment un ensemble de 3 couleurs, et on se rapproche un peu de la photo, on n'y est pas encore, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut bien rater cette étape assez facilement. Pourquoi ? Parce qu'on peut fabriquer des choses très désagréables, qui s'appellent des moirés, et des défauts, vous les voyez ici sur les colonnes, où vous avez des artefacts très très bizarres qui viennent du fait d'une interférence entre la structure propre des objets et la structure de l'algorithme de dématrissage. Et donc ça a mis longtemps à être maîtrisé, et je dirais même qu'avant, on mettait de plus en plus, de moins en moins on le fait, mais on mettait des filtres au-dessus des capteurs pour diffuser la lumière, pour éviter ces moirés, et les progrès algorithmiques ont permis de ne plus faire ça. Et les appareils récents n'ont plus ces filtres, ce qui leur permet de gagner en résolution, mais c'est gagné par les algorithmes. Et dans toute la suite, vous verrez une chose très fondamentale. C'est les algorithmes permettent de gagner beaucoup plus que la physique, jusqu'à maintenant. Après, on ne sait pas, parce que de toute façon, la physique n'est pas très loin de ses limites en capture de lumière à l'heure actuelle, mais en algorithme, on va pouvoir aller en quelque sorte plus loin que la physique, pas vraiment, mais donner l'impression d'aller plus loin que la physique, c'est-à-dire, mais Frédéric nous expliquera ça tout à l'heure. Donc le moiré, c'est difficile. Alors le moiré, on aime bien ça sur les rideaux en soie, hein, c'est la même opération. Vous avez les diffractions de lumière sur les rideaux en soie, là c'est joli, mais dans une photo, c'est moyen. Voilà, premier algorithme difficile. Donc, deuxième algorithme qui est beaucoup plus simple, c'est, si vous vous rappelez de l'image qui est là, visiblement, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de blanc, c'est tout gris. Donc, on va étirer le spectre lumineux, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que ce qu'il faut faire en photographie n'est pas une image exacte. Contrairement au son, on cherche à être exact. En photographie, il faut donner la bonne impression à l'œil. Et c'est pas par une image exacte. Parce que tout ce que nous disait José ce matin, que l'œil s'adaptait dans tous les sens, ce n'est pas quelque chose qu'il fait en regardant une photographie. Un exemple, c'est la balance de couleurs. En chimie, on avait les films lumière du jour et les films lumière artificielle. En numérique, on va voir qu'on peut prendre n'importe quelle lumière raisonnable et la transformer en photographie, ce qu'on ne peut pas faire en chimie. Mais quand même, en chimie, quand on regarde une photo papier, si les couleurs ne sont pas bonnes dessus, l'œil ne va pas faire la transformation qu'il fait quand il est dans la nature. Donc, ça va être compliqué, et au niveau chimie, pour ça qu'on a deux sortes, mais là, au lieu d'en avoir 2, on en a une infinité de pellicules possibles à chaque photo différente. Alors voilà, donc on va étirer la lumière, et on va récupérer quelque chose comme ça qui va permettre d'avoir un contraste déjà beaucoup plus évolué, mais qui est quand même très très loin d'une photographie comme on les aime. Pourquoi ? Parce que les couleurs sont pâles. Peut-être qu'elles sont naturelles.
Il est possible que ce soit les bonnes couleurs, mais ce ne sont pas les couleurs qu'on veut mettre dans la photographie. Toujours pareil, là, regarder la photographie, c'est pas du tout comme écouter le son. On va faire ce qu'on appelle une saturation des couleurs, donc c'est encore une opération algorithmique qui se règle ou pas, qui est de mieux en mieux faite dans les appareils eux-mêmes, mais qui peut se régler dans les logiciels élaborés. Et on va par exemple saturer les couleurs. Ah non, pardon, j'ai oublié ça, je saute une étape. Avant, d'abord, on voit qu'il y a une dominante. Il y a une dominante de couleur. Très souvent, les appareils ne savent pas bien régler la lumière artificielle et ont une belle dominante orange pour des raisons qui sont assez profondes. Et on va pouvoir changer ça, par exemple, dans un logiciel moderne. On sait que le pullover est gris. On clique sur le pullover et algorithmiquement, toutes les couleurs deviennent bonnes. Parce que quand on cale le gris, ça s'appelle la valence des blancs en cinéma, c'est connu, toutes les couleurs deviennent bonnes quand on dit où est le gris. Alors quand il n'y a pas de gris, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on a toujours un morceau de gris dans une photo pour régler les appareils. Donc on va d'abord améliorer la balance des couleurs. Ça, c'est tout à fait difficile. C'est un peu mieux fait qu'avant dans les appareils photo. C'est vraiment une partie qui, en plus, la bonne balance des couleurs n'est pas évidemment la même pour tout le monde. Donc c'est vraiment une partie algorithmiquement et artistiquement et techniquement difficile. Bon, une fois qu'on a fait ça, donc on va améliorer ces couleurs. Donc ces étapes se suivent en succession, hein. On va améliorer ces couleurs en les saturant un peu, donc en les intensifiant. Ça encore, c'est une notion physiologique. La saturation des couleurs, c'est pas une notion mathématique, hein. C'est vraiment une notion qui est liée à la façon dont nous les percevons en regardant un écran ou en regardant une photo. Évidemment, là, les projecteurs ont beaucoup de mal, ils sont toujours trop lumineux et trop contrastés, toujours très difficile de montrer des photos sur des projecteurs. Donc, une fois que vous avez mis les couleurs, la photo est déjà mieux, mais si vous regardez, elle fait quelque chose de bizarre, c'est qu'elle a l'air un peu floue. Elle a l'air un peu floue simplement parce qu'elle est naturelle. Et notre œil ne fait toujours pas la transformation qu'il fait, c'est-à-dire que quand il regarde quelqu'un, il va faire des transformations incroyables dessus, et là on va l'aider en détruisant un peu la photo et en la rendant plus nette. La rendre plus nette, c'est augmenter les micro-contrastes locaux, par exemple les cheveux. Pourquoi ? Parce que la rétine est sensible aux micro-contrastes locaux, ce que nous a expliqué José. Et donc il n'y en avait pas assez dans la vraie image, donc on en fabrique des faux. Donc mathématiquement, on perd de l'information et on gagne de la netteté. Alors il faut régler ça soigneusement, souvent les appareils le font trop, puis ça fait plein d'artefacts, mais ça progresse, ça progresse. Et quand on le fait soi-même, on peut le régler comme on veut. Donc la netteté. Ah, on a presque gagné, mais on n'a pas encore fini. Donc avant de faire ça, je dirais, on en est dans les années 2000, là, à peu près. Hein. C'est ce qu'on faisait dans un appareil photo en 2000. Maintenant, on va passer à la taille au-dessus. Donc ça, c'est indispensable pour commencer. Maintenant, on va passer à des choses plus intéressantes. Alors, je rappelle, hein, le but de la photo n'est pas de reproduire la réalité. Un exemple typique, c'est le flou d'arrière-plan. Quand vous faites un portrait, vous mettez l'œil net et le reste flou. Pour détacher l'œil, pour que l'œil, alors qu'il n'y a pas de flou d'arrière-plan dans la nature, ça n'existe juste pas ça. Donc en photo, on utilise des procédés artistiques qui nous permettent de dire à l'œil de faire ce qu'on veut qu'il fasse. Donc faire une photo, ce n'est pas reproduire la réalité. Et pareil pour la balance des blancs, etc. Bien. Jouer avec la profondeur de champ artistiquement, c'est évidemment extrêmement important. Alors maintenant, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses, qui sont les transformations algorithmiques profondes. Donc ça, c'est depuis l'année 2000, et ça a été beaucoup introduit par DxO, mais maintenant c'est généralisé. Alors le débruitage, très important, c'est la même chose que la sensibilité ce matin. Algorithme de correction des défauts optiques, il y en a plein. Je vais vous les détailler tous, j'ai fait la liste là. Et puis algorithme de la colorimétrie et du grain, ça c'est comment faire, par exemple, pour retrouver la photo d'avant. Par exemple, j'ai une photo, mais j'aimerais bien avoir le look Fuji. Donc ça, je pense que Frédéric va nous le montrer, que c'est aussi tout à fait algorithmique. Pour répondre à la question de Jean-François Bach ce matin, est-ce qu'on peut faire des solarisations ? Le principe de l'algorithmique, qui n'est pas un principe connu facile en physique, c'est si on sait quoi faire, on sait le faire. Et c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est des maths. C'est des maths qu'on comprend. Alors, allons-y. Voici une photo prise à je ne sais pas quelle sensibilité, c'est pas très grave, on la reverra tout à l'heure. Ça, c'est un coin d'une photo prise à très basse sensibilité. Alors, les capteurs ont des sensibilités qui sont très bonnes. On monte maintenant, avec un mélange d'algorithmes et de capteurs, on monte à 40 000 ISO,
3200 ISO sur les appareils est tranquille, et 40 000 ISO se fait en cherchant bien, mais correctement. Donc, mais vous voyez, ça, c'est pas acceptable, on va pas faire ça. Donc, on va faire des opérations de débruitage qui sont très astucieuses. La première opération, ce serait de lisser. Donc, si on lisse, on enlève le bruit, mais on enlève les détails. Donc, c'est toujours un compromis bruit-détail. Donc, on va les quantifier simplement en nombre d'opérations, addition, multiplication qu'on fait par pixel. Donc, vous voyez, en faisant à peu près 500 opérations par pixel, sachant qu'il y a, mettons, 20 millions de pixels dans une image, donc ce n'est pas des choses qu'on fait à la main, on arrive déjà à améliorer bien. Vous voyez, on n'a pas tellement perdu de détails là, on a gagné du bruit. Avec un algorithme meilleur qui va faire 5000 opérations par pixel, on va gagner encore nettement du bruit. Alors, c'est pas toujours homogène, hein, parce que là, on voit que si vous regardez le billet, par exemple, la différence est énorme, hein, parce que c'est assez continu comme phrase. Mais si vous regardez la tête, c'est nettement plus compliqué, parce que là, d'abord, on la regarde mieux, et ensuite, la structure est nettement plus compliquée. Alors, il faut savoir que l'algorithme de débruitage qui est utilisé à l'heure actuelle, qui s'appelle Prime dans DxO, a donné le Grand Prix de INRIA Académie des Sciences à son auteur, Jean-Michel Morel. Donc, c'est vraiment des frontières de la connaissance, là. On est dans les frontières de l'algorithmique actuelle. Je ne vous donnerai pas du tout les détails de tout ça. Mais voyez, on arrive quand même à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que la sensibilité est très bonne et que les gains en sensibilité sont beaucoup plus dus aux algorithmes qu'à la physique, encore que la physique a progressé. Et c'est la conjonction des deux qui fait toujours le boulot. Mais non, la physique a progressé, elle était déjà partie de très loin. Hein. Alors, deuxième chose, c'est corriger l'objectif. Alors, avant, on faisait des objectifs tels que quand on prenait la photo, c'était fini, en gros. D'accord ? Après, il fallait la développer. Là, c'est différent. On peut caractériser les objectifs. Donc, par exemple, vérifier par mesure les caractéristiques d'un objectif à toutes les distances de mise au point et toutes les focales. Faire une grande table de ça, regarder ses défauts, et quand on connaît les défauts, on sait les défaire. Loi de base de l'algorithmique. Et ça, on va l'utiliser à fond. Donc, vous voyez ici, par exemple, le flou de l'objectif. Les méthodes que j'ai montrées tout à l'heure pour rendre la photo nette sont uniformes, c'est-à-dire elles font partout la même chose. Là, on ne va pas faire partout la même chose parce que la façon dont le flou d'objectif fait est pas du tout la même au bord qu'au centre. En général, les objectifs sont bien meilleurs au centre et bien moins bons au bord. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes paramètres algorithmiques ici qu'ici. Et on va pouvoir gagner énormément. Donc, il faut avoir peur de rien en algorithmique, ça c'est sûr. Hein. C'est pas très compliqué quelque part. C'est beaucoup plus l'idée de le faire qui est compliqué. Donc, on va pouvoir faire ça. Alors, quelque chose qui est très embêtant, c'est les aberrations chromatiques. Alors, l'aberration chromatique est due au fait que les différentes couleurs ne convergent pas au même point sur le capteur ou sur la pellicule. Alors, en chimie, c'est là. Là, elles sont prévisibles. On sait les caractériser d'avance. On les connaît en fonction de l'ouverture et de la mise au point. Donc, si on sait les faire, on sait les défaire. Alors, ça, c'est un peu moins facile à faire dans les appareils photo parce que ça a un défaut, c'est que ça mange la pile. Le problème de l'algorithmique, c'est la consommation énergétique. Donc, quand c'est sur un ordinateur branché, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans l'appareil, si on vous vide la pile en 10 photos, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, il va falloir toujours trouver des équilibres. Moi, je passe toujours mes photos sur l'ordinateur parce que c'est forcément mieux, mais enfin, ça peut être très rapide de les faire comme ça. Maintenant, c'est fait dans les appareils aussi, ça. Donc, vous voyez, ces franges violettes, là, c'est de l'aberration chromatique longitudinale, la plus compliquée à corriger, et on passe les algorithmes là-dessus, et il ressort ça, où cette aberration a totalement disparu. Donc, on n'est pas habitué à ce type de raisonnement sur la matière. Hein, on ne marche qu'avec de l'information, là. Donc, allez, exit l'aberration chromatique, ou à peu près, hein, ça marche très bien. Alors après, il y a le vignettage. Le vignettage, c'est quelque chose que connaissent tous les utilisateurs de grand angle, ouvert en grand. C'est que les bords sont moins éclairés que le centre, surtout si la pellicule est grande, par exemple sur un 24-36. C'est beaucoup moins, enfin, ça dépend du rapport entre l'objectif et la pellicule. Et le vignettage, avant, on trouvait même que c'était un effet artistique qui peut être pas idiot. Mais par exemple, quand vous assemblez des photos pour faire des panoramas, là, c'est vraiment moyen. Et donc, on sait caractériser le vignettage. Si on sait le faire, on sait le défaire. Et donc, voilà, ce qui sort de l'algorithme, c'est le dévignettage.
Donc, vous voyez, c'est toute une superposition d'algorithmes qui vont se passer sans que vous en ayez connaissance à l'intérieur de votre appareil, qui est un giga-ordinateur. Hein. Un appareil photo, c'est infiniment plus puissant qu'un Cray-One, pour ceux qui se rappellent du Cray-One. On voit là qu'il y a un plus subtil, il est nettement plus, c'est beaucoup plus puissant qu'un Cray-One. Un qui est plus subtil, c'est la correction des défauts géométriques. Donc là, les lois de l'optique font que les lignes droites sont tordues, et on n'y peut rien, c'est juste comme ça. Alors, on sait prévoir comment elles sont tordues, donc vous avez compris, on va les détordre. Et on va faire des tas d'autres choses en même temps entre ces deux photos. D'ailleurs, si vous regardez la lumière aussi, elle a beaucoup changé, mais ça, j'en parlerai après. Donc, vous voyez, on a des lignes droites comme ça, on les tord. Et ça a une conséquence assez rigolote sur le design des objectifs. Parce qu'avant, on faisait des objectifs sur tous les zooms qui essayaient de tordre peu, donc ils tordaient très compliqué, donc c'était très compliqué de défaire. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus malin de faire des objectifs qui tordent plus, mais plus simplement. Parce que c'est l'algorithme qui fait le boulot et qu'il vaut mieux aider l'algorithme que aider l'image initiale. C'est pas évident pour les fabricants d'objectifs de faire ce changement parce qu'ils ont atteint une telle perfection dans leur travail qu'on va en reparler tout à l'heure aussi. Alors, vous voyez aussi qu'il y a eu des transformations de lumière. Vous voyez qu'ici, il y a un vitrail très éclairé et le reste qui est trop sombre. Et notre œil n'aime pas ça. Dans la nature, les saccades oculaires font qu'il va s'adapter à chaque fois à la luminosité et la reconstruction complètement bidon qu'il y a dans votre tête de l'image réelle qui n'est pas l'image réelle va avoir des zones qui sont à peu près comme ça, si je puis dire. Et donc, il faut qu'on fasse ça sur la photo et sur le papier pour en avoir l'équivalent. Alors ça, c'est aussi assez subtil. Alors évidemment, après, j'ai oublié de dire, on peut redresser les perspectives, mais ça, c'est de la géométrie banale, des algorithmes qu'on enseigne assez tôt et qui sont aussi très utiles. Parce que oui, c'est assez rigolo de voir, José, ce que tu disais ce matin sur l'œil ne voit pas les choses. Quand on prend la photo, quand on regarde le viseur, on ne voit pas les lignes penchées. C'est quand on regarde la photo sur l'écran qu'on voit les lignes penchées. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, alors, plus dur, anamorphose de volume. Alors, les grands angles aussi sont complètement non linéaires, c'est-à-dire que les distances au bord vont être dilatées par rapport aux distances au centre. Alors ça, c'est plus compliqué parce que ça dépend de ce qu'on veut préserver. C'est ouf. Il y a plusieurs options dans les logiciels. Est-ce qu'on veut préserver les boules, par exemple les têtes? Est-ce qu'on veut préférer les cylindres, etc. Donc, il faut faire quelques essais. C'est assez rigolo à utiliser. Mais vous voyez, cette photo-là, le monsieur, il est quand même un peu large. Il jouait sur mon rugby, mais quand même. Et voilà, une fois corrigé, ça donne ça. Et ça, encore une fois, c'est totalement automatique. Et ce sont des algorithmes qui sont... C'est automatique, on peut les régler, mais... Comme ils ont été faits à partir des mesures de l'appareil photo, je ne sais pas comment on pourrait être mieux. Hein. On peut quand même les régler, on peut les utiliser pour faire des effets aussi, c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, c'est quand même assez spectaculaire. Alors, on a renié un peu la photo au passage, qui est un petit problème, ce qui fait que souvent, il faut prendre un peu plus large que prévu pour l'instant. Bon, alors, vous vous rappelez la cathédrale, il y avait des noirs et des blancs. Et bien là, sur cette photo-là, vous voyez, une photo comme ça, c'est pas utilisable parce que il y a ça, on ne veut pas que ce soit cramé. Là, je ne sais pas si ça n'est pas déjà d'ailleurs. Et puis là, on ne voit plus rien, on ne voit aucun détail. Donc, ce qu'on va faire, c'est une analyse. Alors là, il y a une analyse d'image vraiment qui démarre. On va analyser la texture de la photo et comprendre quelles sont les zones sombres, pourquoi elles sont sombres, etc. Et on va éclaircir les zones sombres, ce que veut toujours notre œil, sans que les zones claires changent. Et donc ça, c'est des algorithmes de segmentation d'image qui sont connus depuis longtemps, mais qu'il faut régler assez précisément. Étudier ça en grand, ça demande beaucoup de boulot. Et là, c'est exagéré, l'effet est exagéré pour vous montrer comment il marche. Donc on va récupérer, par exemple, la texture du fond qu'on avait complètement perdue. Et ça, c'est fait dans tous les appareils photo actuels et c'est réglable dans les logiciels actuels et c'est extrêmement utile. Donc la photo que vous prenez maintenant n'a pas grand-chose à voir avec une photo que vous prenez sur un merveilleux film argentique, ce qui ne veut pas dire qu'elle est artistiquement meilleure. Hein. Voilà. Alors bon, ça, on a commencé, là maintenant on est dans les années 2010 à peu près, et puis on va passer au stade au-dessus où ça commence à devenir vraiment intéressant. Jusqu'à maintenant, c'était du boulot bien. Là, ça va commencer à être vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'un appareil photo doit prendre une seule image pour faire une image finale. Et donc, je vais commencer un peu là-dessus, et puis Frédéric Guichard va aller beaucoup plus loin là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire les panoramas, ça vous le savez maintenant. Avec un appareil photo normal ou un téléphone, vous faites ça,
Vous faites ça, puis vous sortez automatiquement un panorama parce qu'il y a eu la correction du vignettage, tout ça, l'assemblage automatique par analyse des images, repérer les parties communes et ça vous fait un panorama bien mieux que ce que vous collez à la main. Pas toujours, mais ça marche quand même super bien. Ça a mis du temps à marcher bien. Et on va voir ce qu'on peut faire sur 3 autres sujets, la réduction du bruit, l'extension de la dynamique et l'augmentation de la profondeur de champ, qui sont très intéressants. Et encore une fois, c'est fait automatiquement dans les appareils ou manuellement dans les logiciels, mais ça devient difficile de battre l'automatisme. J'ai oublié des choses d'ailleurs avant dans l'analyse d'image. C'est l'analyse de la mise au point qui se fait par l'analyse d'image. Par exemple, la détection des visages, par exemple, la détection des sourires, par exemple, la détection des plans pour la mise au point automatique qui est maintenant très rapide. Et puis l'analyse de la lumière qui se fait aussi par une analyse d'image qui est poussée maintenant, tout à fait poussée. Alors, le débruitage, vous vous rappelez de cette photo, vous vous rappelez de 5000 opérations par pixel, mais maintenant, ce que vous allez faire, c'est en fait pas prendre une photo, mais faire 4 photos, exactement les mêmes, à toute allure. Hein. Ça peut prendre rien de temps de faire 4 photos, ça peut prendre à peu près un 1/6 de seconde ou un truc comme ça, et ça dépend des appareils, et puis vous allez sortir ça. Pourquoi ? Parce que quand vous avez beaucoup plus d'informations, l'idée c'est la quantité d'informations qui compte. Vous avez 4 fois plus d'informations, même s'il y a du bruit. Et si vous faites un moyen-âge astucieux de ces 4 fois plus d'informations, eh bien vous récupérez, pas tout, parce que là, le bruitage est vraiment extrême, donc on ne peut quand même pas aller plus loin que l'information qu'on n'a pas. Ou alors si, on peut faire semblant en repeignant la tête avec une autre couleur, mais ça, c'est pas le même schéma. Là, on est dans l'automatisme. Donc avec 4 prises, voilà ce que ça fait. Alors, la dynamique de l'œil est très très grande, surtout qu'il bouge des endroits sombres aux endroits clairs en ne regardant pas pareil à chaque fois. La dynamique de la pellicule est assez grande, très grande même. La dynamique des capteurs l'est moins. Et quand les capteurs saturent, c'est pas comme les pellicules qui saturent jamais vraiment, où faut vraiment y aller pour les saturer. C'est pas comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de prendre une image, on va en prendre, mettons ici, on en prend 6. On en prend 6 avec 6 diaphragmes différents. Et donc, chaque morceau de l'image va être exposé correctement dans une des images. Et à partir de ça, par détection des bonnes expositions, alors ça, c'est pas ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, hein, mais par détection des bonnes expositions, on va pouvoir construire une image qui, encore une fois, est exagérée ici, hein, une image unique qui va prendre les bonnes... Alors, ça se règle aussi, mais ça, c'est un peu dur, mais c'est le principe encore de la fusion d'images est là. Vous voyez qu'on va pouvoir avoir une image unique qui va faire quelque chose qu'une image toute seule ne pouvait pas faire, parce qu'il faut beaucoup plus d'informations que ce qu'il y en a dans une seule prise de vue, et que ça, on peut l'attraper par plusieurs prises de vue. Les mises au point multiples, ça, c'est vraiment intéressant. Quand on fait de la macro-photo, on sait que la profondeur de champ est très faible. Vous voyez ici, cette photo-là est prise avec mise au point sur la tête, cette photo-là est prise avec mise au point sur l'arrière, et cette photo-là, c'est un mélange de 6 photos, qui ont été chacune prises avec une mise au point avec des distances différentes. Ça, c'est dans les appareils photo. J'ai téléchargé avant-hier le logiciel du mien qui me permet de faire ça, parce que maintenant, on télécharge des logiciels dans les appareils photo qui se transforment d'appareils photo qui ne savaient pas faire ça en appareils photo qui savent faire ça du jour au lendemain. Et ça, c'est l'intérêt de l'informatique en général, hein. Un des intérêts de l'informatique. Donc voilà, donc vous voyez, on n'est plus du tout dans la même logique qu'avant. On peut faire des choses différentes, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que c'est différent. Après, mieux, c'est un jugement de nature différente. Alors, les gains, donc si je fais un sommaire des gains, alors il y en a plein d'autres dont je n'ai pas mentionné, il y en a que j'aime beaucoup personnellement, c'est le fait d'avoir des viseurs qui sont bien mieux faits. Par exemple, moi j'ai quitté le réflexe transparent pour le réflexe électronique, ce qui n'est pas évident, mais c'est parce qu'il y a des choses qui me servent particulièrement. D'abord, il y a des informations dans le viseur comme le niveau horizontal que je trouve très pratique. Et puis, il y a surtout ça. Moi, je fais beaucoup de photos de rue. Le scintillement des parties nettes. C'est très difficile de faire des mises au point dans les rues parce que la mise au point automatique ne va pas forcément se faire sur le bel endroit. Donc, on a une bague de correction. Et quand quelque chose est net, ses contours se mettent à scintiller. Et ça, c'est hyper rapide. J'ai jamais rien vu d'aussi rapide pour faire une mise au point. C'est extrêmement précieux. Ça marche très, très bien. C'est hyper simple au niveau algorithmique. Et il n'y a aucun moyen de faire ça autrement. Les automatismes, j'ai déjà dit, mise au point, exposition et couleur par analyse d'image. La stabilisation du capteur, qui là est merveilleux, une chose merveilleuse en physique pour le coup, c'est que le capteur est capable d'être stabilisé sur 5 axes
avec une précision absolument redoutable, et je fais des photos au dixième de seconde à 300 mm 24-36, alors que je ne suis pas quelqu'un qui tremble peu. Et ben ça marche. Et c'est vraiment très impressionnant. Et là, merci les physiciens. C'est soit l'objectif avec des lentilles mobiles, soit les microcapteurs, mais c'est encore un mélange de... Alors, il y a des gyroscopes hypersensibles, il y a des capteurs. L'appareil photo, c'est peut-être le meilleur endroit pour enseigner l'algorithmique à l'heure actuelle et enseigner la liaison algorithmique physique. Le travail algorithmique sur l'image. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que la colorimétrie peut être différente à chaque image, ce qui n'était pas possible avec le film. Toutes les corrections dont j'ai parlé, de la réduction du bruit qui nous permet de prendre maintenant, moi je prends sans aucun souci à 3200 ISO, sans même réfléchir. Et puis le viseur électronique permet, dans une salle extrêmement sombre, d'y voir parfaitement aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très utile. Alors, ça ne veut pas dire que le reste, c'est pas bien. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose que je trouve utile. Et puis voilà, grâce au téléchargement, appareil et objectif s'améliorent sans cesse. Et les objectifs, bien sûr, on télécharge les logiciels à l'intérieur de l'objectif, qui a lui-même un microprocesseur qui fait des tas de calculs. Voilà. Alors, donc, l'évolution de l'industrie, eh bien, je l'ai dit, gain plus important par l'algorithmique que par l'amélioration des capteurs, qui continue quand même, surtout en nombre de pixels. Les nombres de pixels augmentent l'information. L'ergonomie des appareils qui devient merveilleuse. Là, je parle des appareils classiques. Après, on va parler des appareils non classiques. Et puis, des objectifs conçus tout à fait différemment. Et vous allez voir ça dans l'exposé d'après. Merci. Des questions. Une question, Jean-François. Voilà. J'ai une question un peu basique, tu m'excuseras. Il y a actuellement une course dans les magasins d'appareils photo aux pixels. On dit 10 millions, 20 millions, 50 millions. Alors, je comprends bien que si on veut faire de très grands agrandissements, il faut un grand nombre de pixels. Mais quand on reste en dessous du niveau où on voit apparaître les pixels, à partir de quand le nombre de pixels n'intervient plus pour avoir une photo d'une netteté maximale? Alors, la règle de l'imprimerie, qui est une règle très exagérée, c'est de dire qu'on imprime en 300 points par pouce en offset, sachant que la notion de point n'est pas la notion de pixel. C'est moins que ça, mais disons qu'à 180 pixels par pouce, on est bien au-dessus des capacités des imprimantes, ou on est aux capacités de l'œil, en tout cas, donc c'est bien. Donc ça veut dire qu'on peut agrandir en A2 avec un capteur comme j'ai qui fait le quart du 24-36, ça doit être à peu près ça. Voilà. Mais les pixels, avoir plus de pixels a un autre avantage, c'est que ça donne plus d'informations aux algorithmes. Il n'y a aucune raison que l'image qui sort de l'appareil et l'image qui en rentre ait le même nombre de pixels. Donc ça donne plus d'informations. Mais alors attention, quand on met plus de pixels, les pixels sont plus petits, donc ils sont plus bruités. Donc il y a un rapport signal sur bruit, notion centrale en physique et en algorithmique et en théorie de l'information. Il y a beaucoup de théories de l'information, je parle que de l'algorithme, mais il y a aussi la théorie de l'information qui est partout. Et donc si les pixels sont trop petits, ils sont bruités. Mais ça, je pense que Frédéric va nous en parler. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Tous ces algorithmes reposent notamment sur la théorie de Shannon. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler du rôle de cette théorie dans les échantillonnages qui servent à fabriquer tous ces algorithmes? Alors, ça repose sur deux théories, la théorie de Shannon et la théorie de Fourier, qui sont aussi la fréquence. La théorie de Shannon, je ne sais pas si tu veux en parler, Frédéric. Par exemple, les algorithmes, effectivement, le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire le bruit dans une image, il y a quelque chose de très fondamental en physique, c'est effectivement le rapport signal sur bruit, qui est la naissance de la théorie de Shannon. Donc il y a ça. Mais après, ça va être un mélange. Donc au niveau du bruit, oui, au niveau des capteurs, typiquement, là, ça va être complètement théorie de Shannon. Après, c'est moins clair, parce que justement, le capteur qui lit la photo, c'est l'œil. Et que l'œil, lui, alors la théorie de Shannon, il s'en fiche un peu, enfin pas complètement, mais la façon dont l'œil regarde la photo, en fait, les photos sont rien que des trucages. Ce ne sont pas du tout même en argentique, les photos, quand on fait du noir et blanc, on fait du noir et blanc, l'œil, il ne voit pas en noir et blanc, en général. Donc là, oui, il y a des choses qu'on va pouvoir faire sur les algorithmes de colorimétrie et tout, je pense pas.
C'est pas tellement Shannon. Si vous faites 3 photos pour en faire une pour la Ah oui, mettre au ça, point, oui. vous faites complètement de l'échantillonnage. Totalement, totalement. Oui, oui, mais ça, alors là, le mélange de photos, même pour la netteté, parce que quand on va vouloir comprendre si une photo est nette, ce n'est pas une information précise. Est-ce qu'une photo est nette ou floue? D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire le mélange? Parce qu'on ne va pas prendre nécessairement une photo et une autre et tout, parce que ça ferait des points de contact. Donc, quand on va faire des mélanges, bien sûr, il va falloir quantifier l'information de ces mélanges, etc. Oui, oui, elle est sous-jacente à tout ça, la théorie de Shannon. Oui, c'est justement Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est justement pour ça que ça aurait été Pas à bien que tout vous en ça, mais parliez à un beaucoup peu. de ça. Pas à tout ça, mais à beaucoup de ça. Par contre, les théories, par exemple, après, quand on fait du JPEG, j'en ai pas parlé, on va faire des analyses fréquentielles. Bon, si vous voulez imprimer une belle photo, vous faites pas de JPEG, ça sert à rien, c'est idiot. Hein? Ouais, ou rien. C'est du TIFF, rien. C'est pas, le JPEG perd de l'information, le JPEG 2000 en perd beaucoup moins, mais il n'y a pas de raison de la perdre pour l'imprimer, il n'y a qu'à la garder. Ça prend juste plus de place sur le disque, c'est tout. Enfin, moi j'ai une méthode très simple avec les disques. Hein. Je remplis celui que j'ai, puis quand il est vide, quand il est plein, je le mets dans une autre maison pour ne pas perdre des photos, ce que j'ai vu pas mal de gens faire. J'en achète un 2 fois plus gros, moins cher. Et puis je continue avec celui-là jusqu'à ce qu'il soit plein, et puis ça marche très bien. Enfin, ça va pas marcher si longtemps que ça, hélas, parce que les disques... mais enfin, ça coûte que dalle, je veux dire. Les gens achètent des objectifs à 2000 € et ils râlent pour acheter un disque à 100 €, il faut être sérieux. Alain Aspect. Question. Le physicien. Tu as été un petit peu rapide sur l'aberration chromatique, mais si j'ai bien compris, tu exploites le fait qu'en réalité, il y a 3 matrices de capteurs à 3 couleurs différentes, et puis après, on ne se préoccupe plus de l'aberration chromatique de l'objectif. Est-ce qu'on peut même aller plus loin dans l'esprit de ce que tu as dit, c'est-à-dire, au moment de la conception de l'objectif, se dire, ben finalement, on va un petit peu optimiser l'aberration chromatique, l'exagérer à la limite pour tenir compte des spécificités de chacune des 3 matrices de capteurs. Alors, exactement, et je pense qu'il ne va pas le montrer, mais il l'avait montré dans l'exposé qu'il avait fait au Collège de France. Il l'avait fait chez DxO, ils avaient fait des objectifs qui augmentaient considérablement l'aberration chromatique, ce qui fait que le bleu focalisait là, alors je ne sais jamais dans quel sens c'est, le vert ici et le rouge là, ce qui fait qu'on pouvait faire des photos nettes de 0 à l'infini, comme ça. Puisqu'il y avait forcément une de 3 couches qui était nette. On peut jouer à tous ces jeux-là. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Une autre question de la part du président, puis ensuite Jean Dalibard. Oui, ce sera une question pas très scientifique, mais au fond, si je comprends bien, chacun d'entre nous a une perception de la réalité qui lui est propre. J'imagine qu'en argentique, je fais cette hypothèse-là, que 2 appareils et 2 pellicules photographiant le même objet, très probablement, j'imagine, peuvent donner 2 images très légèrement différentes. Mais est-ce que c'est vrai pour l'algorithme? Autrement dit, où est-ce qu'on arrive à une reproduction parfaite, identique entre 2 appareils algorithmiques? Ah non, je pense qu'on ne peut pas arriver parce que même en argentique, les objectifs ne sont pas identiques non. déjà. Oui. Bon, il y a la différence d'objectifs, mais par exemple, entre 2 appareils vraiment les mêmes, de la même marque et du même bain et tout ça sûrement, mais les capteurs, c'est des choses qui sont... un capteur, c'est un prodige technologique incroyable. Hein. Alors, savoir si 2 capteurs... Je ne pense pas que les pixels des capteurs soient très parfaits. Hein. C'est loin de là, même. C'est les circuits électroniques les plus durs qui soient, les capteurs, je pense, à l'heure actuelle, avec les mémoires flash. Donc, ils ne sont sûrement pas identiques. Mais même si on prend avec 2 marques d'appareils photo différentes... Mais je ne sais pas si ça me soucie beaucoup. Moi, j'ai fait un voyage avec 2 autres photographes. Une part d'imprécision, une part de poésie, une part non, mais d'interprétation. ça se ressemble quand même bien. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait le travail de colorimétrie, on va choisir sa saturation, on va choisir sur... Ce n'est pas la prise de vue qu'on montre. Ce n'est pas la prise de vue, c'est le travail. Et c'est vrai pour un tireur argentique. Willy Ronis, ses photos qu'il exposait, merveilleuses photos à l'Hôtel de la Monnaie, il y avait un travail de tirage complètement dingue. Et les tireurs pouvaient passer très longtemps à faire un travail de tirage. Donc, ce qui sort de l'appareil, non, c'est pas unique, mais c'est pas si différent. Mais entre un Nikon et un Canon, c'est pas la même photo. Entre un Nikon et un Olympus, parce que les réglages sont pas les mêmes. Mais même dans chaque appareil, dans tout appareil, on peut changer la saturation, on peut changer le contraste, on peut changer la lumière, on peut changer tout ce qu'on veut dans un seul appareil. Donc, la notion de photo sortie par un appareil n'a de sens que si on le sort de son étui, on fait schlong, c'est tout, on ne touche plus.
Il y a une couleur Canon, une couleur Nikon, une couleur Olympus. Oui, pour revenir aux images que tu as montrées avec différentes mises au point sur l'insecte, là, en tant qu'écrivain d'algorithme, combien d'images il te faudrait pour reconstruire une image 3D après de l'insecte lui-même? Prochain exposé? S'il n'y a pas d'autres questions, et comme on a entendu parler du prochain exposé plusieurs fois pendant cet exposé, je pense qu'on va passer au prochain exposé. Merci encore. Merci.